Pour les gens qui ont du mal à comprendre mon métier, ce qui est souvent frappant, c'est la manière dont j'explique les cas que je peux accompagner. Et dans le cas très précis de cet épisode, ce que je vais vous partager ici, ce sont des cas concrets que j'ai accompagnés pour vous permettre peut-être de prendre conscience de l'envergure de ce que je suis capable de proposer et puis aussi que vous puissiez peut-être vous reconnaître et avoir des clés concrètes de compréhension sur comment intervenir dans vos propres entreprises, dans la relation managériale 360, mais aussi dans les relations interpersonnelles. À tout de suite. Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Il y a souvent une question qu'on me pose dans les séances découvertes, les messages que je reçois et parfois même pendant les événements professionnels. On me pose la question suivante: est-ce que le coaching, ça change vraiment quelque chose ? Et je comprends cette question parce qu'un accompagnement, ça se voit pas de l'extérieur, c'est pas un outil qu'on installe, c'est pas une machine, c'est pas une formation qu'on valide ou un résultat qu'on peut mettre sur un tableau de bord. Alors aujourd'hui, je vais vous répondre autrement. Je vais vous le démontrer. Dans cet épisode, je vais vous partager 3 accompagnements réels, anonymisés bien sûr pour respecter la confidentialité des personnes et des entreprises, mais avec ce qui existe vraiment. C'est-à-dire avec ce qui était avant, ce qui s'est passé pendant, et ce que l'accompagnement a changé après. 3 profils différents, 3 contextes différents, 3 outils différents, mais un point commun, c'est-à-dire que personne ne s'attendait vraiment à l'ampleur de la transformation. Ce qui veut dire que vous allez découvrir, c'est 3 personnes. Donc d'abord un manager promu du terrain qui ne savait pas encore qu'il allait devenir un vrai leader. Le deuxième, ce sera un dirigeant d'une PME pris en étau entre sa performance et ses émotions, et le rôle complémentaire d'un accompagnement différent sur les processus dans ce cadre-là. Et dans le troisième cas, je vais vous partager le cas de 2 collaboratrices pour lesquelles le dirigeant m'a appelé en conflit silencieux, dans un bureau de quelques mètres carrés, et ce que la prévention peut faire avant que la crise n'éclate. Ce qui veut dire qu'à la fin de cet épisode, vous aurez une vision concrète de ce que le coaching peut produire, pas en théorie, mais plutôt en réalité. Des repères pour identifier si vous ou quelqu'un de votre entourage professionnel pourrait en bénéficier, en aurait vraiment besoin. Et puis une compréhension peut-être plus nette, plus claire de comment les outils que j'utilise s'appliquent sur le terrain. Ça m'amène donc déjà au premier cas, le cas du terrain, puis du leadership. Un manager qui ne savait pas qu'il en était un finalement, quand bien même sa fonction l'autorisait à occuper cette place. Le contexte, c'est qu'on est dans une entreprise dans le secteur du transport. Une DRH me contacte pour accompagner un manager récemment promu. Il vient du terrain, de l'opérationnel pur, et il a été promu parce qu'il avait été repéré comme ayant les compétences, le potentiel dans son domaine pour prendre la suite. Une évolution verticale. Parce qu'il connaissait le métier mieux que personne, le problème c'est qu'on ne lui avait pas appris véritablement à manager. Les formations en collectif, vous savez ce que j'en pense. Quand vous vous adressez potentiellement à 10-12 personnes en formation, vous vous adressez potentiellement à personne. Donc là, ce dont ils avaient besoin, c'est de quelqu'un d'opérationnel rapidement, de faire du sur-mesure pour que la vraie transformation s'opère le plus tôt possible. Donc sa situation au départ, c'était un manque d'assertivité marqué. Il avait du mal à poser un cadre clair. Sa posture n'était pas vraiment exemplaire, elle était encore à construire. Il avait aussi tendance à se justifier d'erreurs en permanence, à trouver des excuses plutôt qu'à trouver des solutions. Il n'avait pas encore fait le passage de collègue à responsable pour tout le monde, donc ça donnait des difficultés à recadrer, que ce soit avec ses équipes directes ou les 4 superviseurs qu'il coordonnait.
Une expression aussi qui manquait de structure. Il savait ce qu'il pensait, mais pas toujours comment le dire pour être vraiment entendu. Ce que je vous décris là, c'est le cas typique de bon nombre de managers en entreprise. En dessous de lui, il avait plusieurs conducteurs avec 4 superviseurs, je vous l'ai dit, et du terrain, donc une chaîne hiérarchique courte, très présente, des enjeux opérationnels quotidiens très concrets pour servir chaque client. Ici, je dois vous dire quelque chose d'important sur ce cas. Au départ, il était complètement sceptique. Pas hostile, d'accord, mais sceptique sur l'accompagnement. Il ne voyait pas pourquoi il aurait besoin d'un accompagnement spécifiquement. Il faisait son travail, il s'en sortait, il s'est dit « Ok, j'en ai peut-être pas besoin de cette histoire ». Et c'est souvent là que le coaching est le plus puissant. Parce que quand la personne n'a pas encore conscience de ce qu'elle pourrait devenir, finalement, elle se surprend à elle-même. Pendant l'accompagnement, alors l'accompagnement a duré à peu près 8 mois. La fréquence, ça a été d'abord une fois par mois, puis ensuite plutôt toutes les 3 semaines. Et la première étape a été de lui faire passer un inventaire de personnalité, c'est-à-dire son profil de Process Communication Model, PCM, une grille de lecture de sa personnalité pour qu'il l'intègre au mieux, qu'il comprenne rapidement comment il perçoit son environnement, son entourage, le monde, comment il communique naturellement et ce dont il a besoin pour fonctionner au meilleur de lui-même. Et surtout, comment il réagit sous stress et comment corriger ça. En fait, déjà là, cette grille de lecture a été fondatrice. Fondatrice parce qu'elle lui a permis de comprendre comment le travail devait s'opérer. Ça a été vraiment déjà un vrai premier virage. Et ensuite, le travail a porté sur des cas concrets de situations managériales difficiles. On les a décortiqués, on a cherché à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait dans ce qui ne se disait pas finalement. Pourquoi et comment il aurait pu agir différemment. On a évoqué la construction d'une posture, pas d'un rôle joué, on n'est pas au théâtre, mais d'une posture incarnée, avec son propre système de valeurs et qui il est en tant que manager. La différence entre faire semblant d'être responsable, en fait, et l'être vraiment. Et puis on a travaillé aussi sur son assertivité comme compétence. Apprendre à dire ce qui doit être dit au bon moment, de la bonne façon, sans agressivité, ni effacement pour autant. Et la méthodologie, elle était toujours la même. Partir du réel, comprendre le mécanisme, et puis construire un nouvel automatisme, finalement, j'allais dire qui se ficelle. Mais c'est ça en fait, le lapsus, c'est ficeler tout ça de manière à ce qu'il reparte autonome. Les résultats qui ont permis de bien observer et de voir qu'en fait les choses avaient une efficacité, c'est qu'au terme de ces 8 mois, son secteur est entré dans le top 3 national de son entreprise. Une entreprise qui, du coup, a une portée internationale. Ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit au début. Mais le résultat, moi, qui m'a le plus touché, c'est celui-là. Il est reparti avec de la confiance et de la fierté. De l'assurance sur sa propre évolution et, du coup, sur sa capacité à poursuivre le travail en autonomie par la suite. Très conscient du chemin qui lui reste à parcourir, mais avec cette audace et cette fierté qui a eu des répercussions autant professionnelles que personnelles. Ce n'est pas moi qui lui ai donné ces ressources, elles étaient déjà là, mais mon rôle a été de les rendre visibles et de lui apprendre, en fait, à les utiliser. La leçon à retenir de ce cas-là, c'est qu'on ne recrute pas toujours les bons managers, mais parfois, on les révèle. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, merci à cette entreprise, merci à cette DRH de m'avoir fait confiance pour relever ce défi-là. Et puis, bravo à lui d'avoir atteint ces résultats. Donc, quand vous comprenez que le premier cas est finalement issu d'un contrat tripartite entre une direction, un responsable d'exploitation, une DRH, le manager en question et moi, eh bien le deuxième cas dont je vais vous parler est finalement légèrement différent, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat tripartite, mais d'un contrat bilatéral entre un dirigeant et moi.
Donc, le cas numéro 2, c'est le cas d'un dirigeant qui était pris en étau, comme je vous le disais, entre sa performance et ses émotions. Finalement, quand le collectif et l'individuel se complètent, c'est ce dont je voulais vous parler, puisqu'ici, le contexte, c'est qu'on est dans le secteur du bâtiment. Encore une fois, je prends des secteurs larges pour anonymiser au maximum. Une PME avec plusieurs dizaines de salariés, un comité de direction, un dirigeant qui est à la fois le pilote stratégique, mais aussi l'acteur principal, parce que le principal apporteur d'affaires de son entreprise. Il cumule, il porte, et ce poids, il commence à se faire lourd et à se voir. Bien évidemment, se joue derrière ça, sinon c'est pas drôle, des vraies problématiques personnelles qui l'acculent en fait, et qui font que finalement ça commence à se voir, cette lourdeur-là, mais pas forcément dans les résultats, mais plutôt dans le relationnel. Le relationnel est souvent le point de départ de quelque chose qui décline et qui déclenche des choses sur le collectif et ensuite sur les résultats. Donc on est vraiment sur quelque chose de la prise de conscience, de l'anticipation et de la prévention. Et la situation au départ, c'était que les émotions, ici, ces émotions, prenaient de la place. En gros, ces réactions n'étaient pas maîtrisées, pas toujours. Il y avait plutôt des montagnes russes émotionnelles, ressenties par son entourage professionnel comme personnel. Et puis, en fait, ça devenait un processus, les processus décisionnels en interne de son entreprise commençaient à devenir flous. Ok, il décidait, mais sans toujours savoir finalement d'où venaient ses choix, ni comment les faire adhérer. Parce que dans sa logique, c'était comme ça, en fait, et pas autrement. Donc, sa communication en 360 était finalement à reconstruire, retravailler, autant avec ses partenaires, ses clients, ses équipes, et dans sa vie personnelle aussi. Un vrai besoin de sérénité, pas de performance supplémentaire, mais plutôt de stabilité intérieure pour mieux faire face à la conjoncture actuelle. On est encore en 2026, donc ça reste compliqué. Et dans ce cas particulier, ce que j'ai besoin de vous dire, c'est que ce cas illustre quelque chose d'essentiel. Avant mon intervention, un autre accompagnement avait eu lieu. C'est celui d'Alexandre Côté, qui m'accompagne en complémentarité de Natural Link, qui est intervenu en amont, finalement, de cet accompagnement. Sans qu'on se le dise, c'était un de ses clients, et lui était intervenu en amont pour restructurer les processus, les méthodes, l'organisation interne de l'entreprise, pour réassainir les flux d'informations, de communication, et fluidifier ce qui était devenu encombré dans le collectif. Ce travail de fond sur le collectif et les process a créé finalement les conditions pour que le travail individuel sur le leadership du dirigeant puisse émerger et puisse vraiment finalement prendre, puisque le dirigeant s'est révélé à ce stade à lui-même pour se dire « Ok, maintenant, je m'aperçois que ça c'est en place, mais j'ai peut-être un travail à faire sur moi là pour pouvoir aller plus vite, plus haut, plus loin. » Et donc, c'est l'illustration ici que les processus et l'accompagnement individuel ne s'opposent pas, bien au contraire, ils se complètent. L'un prépare le terrain et l'autre plante les racines. Finalement, dans l'individuel, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Et des fois, ça commence par l'un, puis l'autre, inversement. Donc, pendant cet accompagnement, si je dois vous parler de ça, alors il a pour but d'être sur une durée de 6 mois, cet accompagnement-là. La fréquence est une fréquence de toutes les 3 semaines à peu près, sur 8 séances au total, précédées d'un débrief de son diagnostic en intelligence émotionnelle. On travaille vraiment sur la montée en compétence du leadership. Avec Alexandre, il avait déjà eu du coup son débrief d'inventaire de personnalité, ce qui fait que déjà le travail avait été... Les graines avaient été semées, les racines avaient été déjà bien profondément plantées. Enfin voilà, c'était bien enraciné. Et l'EQI 2.0, le modèle d'intelligence émotionnelle du docteur Reuven Baron, a permis de poser un diagnostic précis. C'était quelles sont les compétences je possède déjà, compétences émotionnelles, relationnelles, lesquelles sont à développer et surtout
comment partir des ressources existantes plutôt que des manques pour pouvoir aller vers cet objectif qui était le sien. C'est un point fondamental dans ma façon de travailler. On ne part jamais de ce qui ne va pas. On part de ce qui est, de ce qui est déjà là, pour pouvoir poser un plan d'action. Et donc ce plan d'action-là, il a été construit autour de, 4 axes finalement, 4 axes de travail. Le premier, c'est comprendre l'origine de ces réactions émotionnelles. Pas pour les supprimer, mais pour les décoder. Une émotion, vous le savez, ce n'est pas un problème, c'est un signal, c'est une information. Encore une fois, faut-il avoir le décodeur, puisque chacun a son propre décodeur concernant ses réactions et ses émotions. Le deuxième axe, ça a été de transformer chaque émotion en action, et donc de ce qu'il ressent dans son corps parfois, de ce que ça donne à travers ses pensées. Ce dirigeant est assez cérébral, donc il y a un vrai travail, une vraie prise de conscience, une vraie capacité à exprimer les choses, à intellectualiser les choses. Donc du coup, avec des mots qui sont vraiment très développés. Il a une forte intelligence émotionnelle au départ. Et donc dans ses comportements, pour pouvoir traduire ce signal utile. Voilà, transformer chaque émotion en action. Le troisième axe de travail, ça a été de développer une communication constructive, bien sûr, dans toutes les directions, équipe partenaire client proche, vraiment 360. Et puis le quatrième axe, ça a été celui de savoir poser des limites. Poser des limites, apprendre à dire ce dont il a besoin sans se justifier, sans s'effacer, mais en délimitant avec calme, ancrage, le cadre de son mode de fonctionnement pour mieux interagir à l'extérieur et faire en sorte que les autres puissent vraiment percevoir comment travailler avec lui. Donc c'est vraiment un travail de co-construction, ce dont je vous parle. Dans les résultats, j'ai envie de vous dire que pour ce dirigeant bien précis, chaque séance, il y a eu un avant et un après. Chaque séance a été une marche franchie, passée. Vraiment, et quand je dis une marche, c'est parce qu'on monte un escalier, quoi. On monte en compétence et ça se voit à chaque fois. L'accompagnement, au moment où je vous parle, est encore en cours. On est sur la fin, mais les transformations sont déjà observables puisqu'il arrive à poser ses limites. Il arrive à les partager, à parler ce dont il a besoin, autant sur un plan professionnel que personnel. Il ne subit plus ses émotions. Il ne les fait plus subir à son entourage et aujourd'hui, il dispose d'outils concrets pour garder son calme, pour comprendre ses réactions, prendre des décisions éclairées, objectives, qui favorisent l'adhésion, forcément, qui favorisent du coup l'adhésion et aussi les réactions d'un entourage qui va d'autant plus comprendre comment interagir avec lui de manière saine et sereine. Et la combinaison finalement avec le travail qui a été opéré avec Alexandre sur les processus, elle a produit quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu produire seul finalement. Et donc un dirigeant plus serein, c'est une organisation qui est plus fluide aussi. Si je dois vous partager la leçon à retenir de ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas soigner l'individu sans regarder le système, et on ne peut pas soigner le système sans regarder l'individu. Voilà ce que le coaching permet dans ce cas bien précis. Ça m'amène donc maintenant au troisième cas dont je voulais vous parler dans cet épisode. Troisième cas, donc on est sur un autre secteur. Et là, on parle d'un dirigeant qui m'appelle pour 2 collaboratrices. Alors les relations de tension, de conflit, j'en suis habituée. Et donc ici, on parle de 2 collaboratrices, un bureau de quelques mètres carrés, 0 communication et une ambiance qui se dégrade. Une communication qui est déjà bien entamée au sens du malsain du terme, puisqu'on est sur de la médisance des 2 côtés. Le contexte, une PME, 2 collaboratrices qui ne se parlent plus et qui en fait parlent d'elles par téléphone interposé à d'autres collègues.
Donc, au téléphone, avec d'autres collègues qui sont sur différents sites, vous doutez bien que quand elles parlent l'une de l'autre ou qu'elles font des allusions, l'autre l'entend, le capte, et en fait, rien ne se dit. Les non-dits, les tensions, les sous-entendus, tout ça circule, se propage et contamine. L'ambiance, elle est déplorable. Ce qui se passe dans le bureau de quelques mètres carrés se ressent aussi à distance, sur plusieurs dizaines de kilomètres dans les bureaux qui sont ailleurs, sur d'autres sites. On est sur un secteur dont je vais taire le nom, mais du coup sur quelque chose de bureautique, de vraiment sur la création de dossiers clients. D'accord ? Les dirigeants ici observent forcément des tensions émotionnelles qui sont palpables et visibles. Il ne faut pas avoir attendu de faire processcom ou d'être coaché pour le comprendre. Donc il avait déjà bien compris. La fluidité d'information, en fait, elle est rompue. Et ces deux personnes, ces deux collaboratrices se tirent dans les pattes, finalement, plutôt que de se transmettre ce dont elles ont véritablement besoin, pour aller plus vite, plus loin. Et puis, il y a un risque réel, dont on parle de plus en plus, mais le risque, il est celui de la santé mentale pour ces deux personnes. La cohésion globale de l'entreprise, ok, mais la santé mentale de ces deux personnes. Et les dirigeants ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas avoir à gérer une crise, mais ils veulent prévenir. Et ça, c'est tout à leur honneur et à leur avantage. Mais c'est vrai que dans ce cas-là précis, les dirigeants sont sur le terrain. Donc très peu, vous savez, dans les bureaux. Et pour ce cas précis, ils ont besoin d'aide extérieure pour ça. Et c'est exactement ça, l'intelligence d'une direction qui ne veut pas attendre que tout s'effondre pour agir. Donc c'est dans ce contexte que j'interviens. La durée, encore une fois, on est sur 8 séances chacune, à raison d'une séance, pour le coup, toutes les 2 à 3 semaines, puisqu'il y a urgence d'intervenir. L'outil utilisé en amont, ça a été le process communication modèle, un débrief individuel pour chacune des deux collaboratrices. Et pourquoi commencer par là ? Parce qu'on ne peut pas comprendre l'autre si on n'est déjà pas capable de parler de soi et de comprendre avec lucidité ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je ne peux pas être lucide sur l'autre si déjà je n'ai pas compris pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça. Et 90% des gens sont incapables de vraiment... et moi la première, avant de faire processcom, quand même j'avais des outils de coaching, il y a eu un avant-après, la compréhension de cet outil, vraiment. Donc avant de travailler sur leur relation, chacune a reçu une grille de lecture de sa propre personnalité, comment elles perçoivent chacune le monde, l'environnement, leur entourage, comment elles communiquent, ce dont elles ont besoin. Et puis une lecture fine de comment est-ce qu'elles réagissent du coup sous pression. Chacune avec leur histoire, leur vécu, leur expérience. Et c'est à ce moment-là déjà que quelque chose s'est passé et ça a été le premier signal de transformation. En fait, elles ont commencé, mais après quelques minutes, heures, à la fin de leur débrief, à challenger leurs propres dirigeants. Elles ont commencé à se poser la question de « Mais du coup, lui, qui est-il en face de moi ? Qui est-il en face de nous ? C'est quoi son profil ? Comment est-ce qu'il fonctionne ? Comment est-ce qu'il communique ?» Et en fait, ce glissement-là, de la plainte, la complainte vers la curiosité, c'est déjà un signal fondamental. Dit comme ça, je suis persuadée que vous l'entendez là où vous êtes. Parce que quand on commence à vouloir comprendre l'autre plutôt que le condamner, c'est que déjà quelque chose a changé. Ce questionnement sur le profil du dirigeant, c'est une étape clé si on veut travailler sur les comportements observables et sur les raisons des réactions émotionnelles. Il faut comprendre le système dans lequel on évolue et du coup les personnalités qui le composent. Concernant les résultats et de ce à quoi sert le coaching dans ce cas-là, au moment où je vous parle, l'accompagnement est en cours, mais du coup, ce premier signal qui était déjà une victoire, parce que ces deux personnes qui ne se parlaient plus ont commencé à se poser des questions sur elles-mêmes, sur l'autre et leurs dirigeants, c'est l'essence même de ce travail, la conscience de soi. Ses émotions, ses comportements, la compréhension de sa propre personnalité et celle des autres. Quand ces fondations-là sont posées, la communication redevient possible. Et quand la communication redevient possible, tout le reste peut se reconstruire. Ce qui veut dire qu'ici,
la leçon que j'avais envie de vous partager, c'est que prévenir coûte moins cher que guérir. Humainement, financièrement, collectivement, un conflit silencieux qui file comme ça, filant, qui file, finit toujours en fait par exploser. Et la question n'est pas si, mais elle est de dire quand. Ce qui fait qu'à présent, je vous ai partagé 3 cas d'accompagnement différents, tripartite pour une personne, individuel, mais aussi tripartite pour des collaborateurs. D'accord ? Donc pour plusieurs, deux personnes en l'occurrence. Je ne pourrais pas faire plus. Dans mon cas individuel, il faudrait passer à Alexandre. Mais ce que ces 3 cas-là ont en commun pour conclure, c'est que on a des contextes différents, des outils différents, des niveaux d'intervention différents, individuels, dirigeants, collectifs. Mais dans les 3 cas, la transformation a commencé au même endroit, c'est la conscience de soi. Comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, ses réactions, ce dont on a besoin, et c'est ça le coaching. Choisir plutôt que subir. Ce n'est pas donner les réponses, c'est poser les bonnes questions au bon moment, avec les bons outils, pour que la personne trouve la réaction la plus appropriée, la plus adaptée par elle-même. Et donc j'avais envie de vous poser une question. Si vous regardiez votre entreprise, vos équipes, ou vous-même en ce moment même, quel est le signal, très honnêtement, que vous ignorez depuis trop longtemps, mais que vous avez perçu déjà depuis un moment? Pas le signal spectaculaire, mais le signal discret, celui qui est là depuis des semaines, des mois. Je suis persuadée que vous avez déjà une idée. Parfois, la transformation la plus radicale commence par l'honnêteté de se dire « Ok, en fait, je pense que j'ai un besoin d'un regard extérieur. » Donc si un de ces 3 cas vous a parlé, si vous êtes reconnu dans une de ces situations ou si vous pensez à quelqu'un de votre entourage, je vous invite à prendre contact avec moi. Je peux vous offrir une séance découverte offerte de 30 minutes disponible sur mon site coachinggeneration.com. Pas d'engagement, juste une conversation pour voir ensemble ce qui est possible. J'espère que cet épisode vous a satisfait. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur la plateforme qui est la vôtre ou à laisser un commentaire qui aide grandement à faire développer ce podcast et à le mettre en avant. Et puis d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une excellente journée ou soirée où que vous soyez et je vous dis à très bientôt dans Sens et Leadership. Bye bye tout le monde.